je vais donc vous parler de ce fameux principe de moindre action. Je l'ai qualifié de fabuleuse histoire à titre personnel. Et je voudrais juste, avant de commencer le sujet, vous dire pourquoi je la considère comme absolument fabuleuse. Je m'adresse plutôt aux jeunes, mais évidemment à tout le monde, mais spécialement aux jeunes. J'étais en L3, si je me rappelle bien, ou en L4, quand le professeur de mécanique quantique est rentré dans la salle. Il nous a dit, bon, l'atome de Bohr ne marche pas, le système planétaire de l'atome où vous avez des électrons qui tournent dans des orbites parfaitement définies, ça ne va pas, parce que les physiciens se sont cassés le nez en essayant de l'adapter en mettant des nombres entiers un petit peu partout. Et la physique quantique commence avec l'équation de Schrödinger. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous saouler avec des équations, il y en aura quand même 5, mais qui vont se répéter souvent, donc ça va vous paraître beaucoup, mais ces 5 formules, pour ceux qui ont mal à la tête quand ils voient des formules, ils peuvent juste l'oublier. Simplement, ça me permettra, moi, d'appuyer un petit peu mes arguments. Donc, la formule qui nous a mis au tableau, elle était comme celle-ci, mais elle était un peu moins sexy parce qu'elle était écrite à la main. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à l'apprendre par cœur parce qu'on n'avait pas le choix, aucune démonstration de cette équation. Et il fallait qu'on réussisse nos examens, il fallait donc qu'on l'applique comme il nous a montré de l'appliquer. Et j'étais extrêmement surpris, cette conférence je l'ai donnée il y a quelques mois, et j'étais très surpris d'apprendre par des collègues qui étaient étudiants comme moi, qui sont devenus enseignants, et qui m'ont dit l'équation de Schrödinger ne se démontre pas. C'est comme si Schrödinger, un jour, il était en train de prendre son café, il dormait, et le lendemain il se réveille avec l'équation posée sur un bout de papier sur sa table de nuit. Ce n'est pas vrai, l'équation de Schrödinger se démontre, et c'est un peu, d'une certaine façon, le but. Bien que le séminaire d'aujourd'hui n'est pas spécifiquement sur l'équation de Schrödinger, mais on va y arriver dans la discussion parce que ça concerne le principe de moindre action. Mais mon histoire très modeste d'un physicien modeste, elle est encore moins signifiante que celle d'un jeune homme qui s'appelle Richard Feynman, que vous avez dans l'affiche. C'est la caricature de Richard Feynman, physicien américain, le génie du siècle passé. Et il raconte cette histoire lui-même. Quand il était étudiant, son professeur Weber, un jour le remarque dans le fond de la classe, il s'ennuyait à mourir devant le cours de physique. Et à la fin du cours, il l'a appelé, il lui a dit « Richard, viens me voir ». Il lui a dit « J'ai vu que tu t'ennuyais pendant le cours ». Il lui a dit « Oui, ce n'est pas excitant ce que vous avez raconté là-dedans, ça ne m'intéressait pas ». Il lui a dit « Bon, alors spécialement pour toi, je vais te raconter une histoire ». Et il lui a raconté l'histoire du principe de moindre action. Et Richard Feynman le dit lui-même dans son bouquin, chapitre 19 de Lectures of Physics, vous pouvez aller le voir, il y a même la photo. Depuis ce jour-là, il n'a cessé d'être fasciné par ce principe et il a essayé toute sa vie, mais alors toute sa vie, il a essayé de résoudre tous les problèmes qui se posaient à lui sur le principe du moindre action. Et il est arrivé avec l'électrodynamique quantique. C'est lui qui a donné la 3e formulation de la mécanique quantique d'une façon la plus élégante possible. Cette histoire, je vais vous la raconter aussi, ce sera la dernière partie de mon séminaire. Donc pour moi, c'est fabuleux à plus d'un titre, cette histoire, que je vais commencer tout de suite. Mais avant ça, je voudrais d'abord vous dire que ce principe a traversé évidemment la physique sur 300 ans. Or, la physique a subi des mutations. J'en veux pour preuve la mécanique quantique d'une part et la relativité. Et ça a pris un tel tour extraordinaire que ce principe a été sauvegardé et même renforcé. Et je voudrais citer 3 personnages qui sont fondamentaux dans cette histoire. C'est Max Planck le premier, l'inventeur, donc le père de la mécanique, de la physique quantique, pas de la mécanique quantique, on fait une différence. Et il était, lui, à la recherche de ce qu'on appelle l'absolu, c'est-à-dire qu'il était absolument fasciné par le fait que les événements dans la nature sont indépendants de l'être humain, donc de l'observation. Okay ? Elles existaient objectivement. Et cette quête de l'absolu, malheureusement pour lui, puisqu'il en a souffert, l'a amené vers une rupture absolument considérable quand il a introduit sa fameuse constante H, qui n'est autre que l'action, le quantum d'action, et qui a introduit l'indéterminisme et tout l'aspect causalité qui s'en est suivi, puisque ça a donné lieu à des controverses terribles entre justement les tenants de l'ancienne physique, notamment parmi eux un certain Albert Einstein, qui lui-même est un des deuxièmes pères de la mécanique quantique, et malgré cela, il a continué pendant très longtemps à persister à dire ce que nous appelons science a pour unique but de déterminer ce qui est.
Et ce qui est indépendant de nous. Et évidemment, le troisième que je voudrais citer, le dernier dans cette petite histoire, c'est Niels Bohr, qui est donc l'inventeur de l'atome de Bohr, et qui, lui, a très vite été converti au fait que, eh bien non, eh bien l'être humain ne pourra dire que ce qu'il mesure et ce qu'il observe de la nature. Les caractéristiques intrinsèques de cette nature, personne ne peut les donner. Donc il disait, il y avait un fameux débat évidemment qui a donné lieu à beaucoup de bouquins, qui était que la physique n'était pas de découvrir ce qu'est la nature, mais ce que nous pouvons dire de la nature. Et c'est là toute la différence justement. Et un des échanges célèbres, quand Einstein lui disait Dieu ne joue pas au dé, et Bohr qui lui répond que savez-vous de ce que fait Dieu? Nous ne pouvons que dire ce que nous pensons et pas forcément ce qui est. Donc ce principe de moindre action dont je vais vous parler aujourd'hui a traversé toutes ces controverses et toutes ces péripéties. Je vous signale quand même que Max Planck, quand il a trouvé sa constante qu'il a introduite par la détermination de l'expression du corps noir, s'est tout de suite remis au travail pour essayer de trouver une base classique à sa découverte. Et il était forcé de constater que ce n'était pas possible. Donc ça, c'est les tenants de l'ancienne physique. Alors, si on regarde dans le Larousse, la définition de l'action fait aux facultés d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. C'est assez vague. Et là, je n'ai pas parlé d'autres définitions qui sont données, du style action de faire grève, action de taper sur quelqu'un, action d'agir, etc., etc. L'action reste assez vague. J'en ai trouvé une plus poétique, que j'aime bien, Léonard de Vinci. J'ai exprimé les dates de naissance et de disparition de ce bonhomme, largement, très largement, même avant l'arrivée de Galilée, donc avant l'arrivée de ce que nous appelons la physique moderne, et qui a donné une définition qui me plaît. Aucune action naturelle ne peut être abrégée. Et c'est assez surprenant parce que ça correspond à peu près à ce que la physique, au constat auquel la physique est arrivée 300 ans après. Aucune action naturelle ne peut être abrégée. Il y a quelque part derrière tout ça le fameux minimum, le fameux moindre action. Je trouve que c'est une déclaration quasi prophétique. L'autre que j'ai trouvé, au commencement, était l'action, puisque comme il a dit Alexandre en présentant cet exposé, effectivement, au commencement, il fait l'action. Si vous voulez vous lever de votre fauteuil pour aller à votre table, vous devez mettre, comme on dit, en branle une action. Alors, plus précisément et plus dans la physique, on rencontre trois formes d'action. La première, c'est l'action et la réaction. Celle qui vous permet tous d'être gentiment assis en train de m'écouter. Vous êtes en train d'agir sur la chaise avec votre poids et la chaise est en train d'agir sur vous pour vous maintenir en équilibre, sauf celle qui est en train de bouger là. Et donc, l'action et la réaction, ça c'est une chose, mais qui n'a rien à voir avec l'action dont je vais parler aujourd'hui. La deuxième, c'est l'action à distance. Nous savons ce que c'est que les actions de contact. Quand je pousse cette serviette, j'applique une force. Il y a les actions à contact, les actions à distance, par exemple, l'attraction de la Terre par le Soleil, qui la maintient dans une orbite autour du Soleil avec une transmission de cette action à la vitesse de la lumière, c'est la gravitation. Donc, sachant que, par exemple, pour le Soleil et la Terre, si le Soleil venait à se dissoudre ou à exploser, nous avons à peu près 8 minutes avant que nous commencions à dériver dans l'univers. Ça, c'est l'action à distance. Mais l'action dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le principe de moindre action. C'est le principe qui va gouverner, évidemment, pratiquement toute la physique, depuis Galilée jusqu'à nos jours. Alors, le plan de l'exposé, ça va être... Je vais commencer par Fermat et son principe de moindre temps en optique géométrique. Donc, on commence par Fermat, on est dans l'optique géométrique. L'optique ondulatoire n'existe pas. On considère que la lumière, c'est des rayons lumineux qui partent d'un endroit à un autre en ligne droite. Et quand ces rayons lumineux touchent un obstacle, ces rayons vont se briser, vont se réfléchir, vont se réfracter, etc. Donc ça, c'est le chemin. Un seul chemin est possible, c'est le chemin de Fermat, de moindre temps. Ensuite, nous allons, après des péripéties, nous allons passer par le défi lancé par Jean Bernoulli à Leibniz, Newton et bien d'autres. Il faut savoir que la communauté des scientifiques, comme la communauté tout court, vit ses vicissitudes, ses affinités, ses guerres. Ce qui se passait il y a 300 ans n'est pas plus différent de ce qui se passe aujourd'hui. Des compétitions et des animosités. Il faut savoir qu'il y avait les Anglais, les Allemands et à peu près les francophones. Et puis parfois, on se disputait la paternité de telle ou telle découverte, de telle ou telle. Donc
savoir que le principe de moindre action a été aussi fabriqué par ce type de controverse, c'est assez amusant. Donc c'est un défi qui a été lancé par Jean Bernoulli, je dirai pourquoi. Ensuite, le principe d'optimalité de la nature, et je l'ai dénommé « et Dieu dans tout ça ». Alors, il faut savoir que Dieu a joué un rôle absolument fondamental dans la création du principe de moindre action. Et je vais passer par quelques citations de certains personnages, et ces citations-là sont assez illustratives. Si aujourd'hui un jeune chercheur venait dans un laboratoire à dire « j'ai trouvé une telle expérience ou tel théorème qui démontre l'existence ou la non-existence de Dieu », au mieux, on lui prie gentiment de quitter le laboratoire, et au pire, on appelle l'ambulance et on l'interne. Eh bien, à l'époque, il y avait des gens qui clamaient haut et fort qu'ils pouvaient démontrer l'existence de Dieu. Alors, il faut savoir qu'on sortait du XVe, XVIe siècle de l'Inquisition, donc la présence de Dieu et la religion continuaient de jouer un rôle assez important. On va le voir pourquoi. C'est assez amusant. Ensuite arrive évidemment Maupertuis et la preuve de l'existence de Dieu, puisque c'est lui qui était le plus actif dans ce domaine. Il faut savoir que Maupertuis est le seul Français qui a fait entrer Newton en France, parce que Newton, au début, n'était pas très accepté ici, en France. C'est Maupertuis qui l'a rendu populaire et qui a fait convaincre les physiciens français sur son travail. Donc c'est lui qui est le père du principe de moindre quantité d'action. Il l'appelait à l'époque quantité d'action, on verra pourquoi. Ensuite, il y a évidemment Eulard-Lagrange qui ont dépouillé complètement le principe de toute bondieuserie, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné une formalité mathématique sur laquelle il s'est développé après, comme on le connaît aujourd'hui. Donc c'est la formule de Eulard-Lagrange sur le principe de moindre action. Ensuite, Hamilton. Hamilton est venu après avec sa découverte prophétique, puisqu'on peut considérer, il y a certains historiens des sciences aujourd'hui qui considèrent que Hamilton, 1834, avait déjà, sans le savoir lui-même, avait déjà posé les bases de la mécanique quantique. On va voir pourquoi. 1834, 60 ans avant. Ensuite, j'ai donné une citation ici, qui est une citation de Pasteur. « La chance ne sourit qu'aux hommes avertis ». C'est-à-dire que vous pouvez être devant des papiers où il y a des informations scientifiques absolument de premier ordre. Ben, si vous n'êtes pas quelqu'un d'averti, vous ne verrez rien du tout. Il se trouve que tout ce travail-là, de tous ces gens-là, eh bien, Planck, Louis de Broglie et Schrödinger étaient au courant. Et Schrödinger est arrivé avec son équation, comme vous allez le voir à la fin de cet exposé, d'une façon extraordinaire. Donc c'est ça que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Donc c'est vraiment le coup de génie de ces gens-là. Mais ce coup de génie n'aurait pas été possible sans le travail de toutes ces personnes. Hop. Ensuite arrive Feynman, le génie, parce que quand arrive Feynman, il faut le savoir, il y avait la dualité, il y a toujours la dualité onde-corpuscule. Une particule est une particule mécanique, mais elle est en même temps une onde. Nous sommes tous des particules et des ondes. On peut associer une onde à chacun d'entre nous en fonction de notre vitesse quand on se balade ou quand on court. Okay? Donc, cette dualité onde-corpuscule posait des problèmes, puisqu'il y a certains phénomènes qu'on n'expliquait pas sans le concept d'onde, et certains phénomènes qu'on ne comprenait pas sans le concept de particules. Et Feynman est arrivé avec son génie, et ce sera la dernière partie du séminaire où je vais vous montrer comment il a pu expliquer plein de choses sans avoir recours aux ondes, juste en jouant avec les probabilités. Mais pour lui, contrairement à Fermat, c'est pour ça que je les mets quasiment en opposition. Pour Fermat, évidemment, un seul chemin est possible. Pour Feynman, tout est possible. C'est question de probabilité. Alors, repères et chronologie, comme j'ai dit. Donc, on commence en Fermat en 1656 avec la nature qui agit toujours selon le chemin le plus court, le principe de moindre temps ou principe d'économie naturelle. C'est ce que disait Alexandre tout à l'heure. Donc, on essaie toujours d'économiser nos efforts du mieux qu'on peut. Ça, c'est le principe qui a commandé le principe de Fermat. Et ensuite, regardez la différence, c'est pratiquement pareil, mais lui, il arrive à démontrer que lui, il a raison avec une voie totalement différente. Et entre les deux, évidemment, il y a Jean Bernoulli, comme j'ai dit, je vais commencer par ça dans un petit moment, ensuite Maupertuis, le principe de moindre action, ensuite Eulard-Lagrange et le principe d'action à la mécanique de Newton, Hamilton qui redéfinit tout ça, qui reprend tout le travail de Lagrange et il dira ce qu'il en pense de ce travail et il redéfinit tout ça. Ensuite, il y a Planck qui arrive avec son quantum d'action
de Broglie avec sa dualité onde-corpuscule, et en fait Schrödinger qui ramasse tout ça, qui reconstitue le puzzle et qui donne sa fameuse équation. Donc l'équation de Schrödinger ne lui est pas tombée comme ça du ciel, elle est venue parce qu'il était au courant de tout ça. Alors nous allons commencer donc par Fermat. Fermat, 1655, juste à peu près vers la fin de la vie de Galilée, il vient avec son principe de moindre temps qui lui permet d'expliquer donc la réflexion et la réfraction. Dans la réfraction, il était en opposition avec Descartes qui lui proposait autre chose. Il proposait par exemple que la lumière, quand elle rentrait dans un milieu, elle allait plus vite que dans l'air, ce qui est exactement l'opposé. Il a eu un échange assez vif entre ces deux personnages de haut en couleur qui ont fait que Fermat a fini par gagner et Descartes a fini par reconnaître que Fermat avait raison. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Fermat, Fermat est un magistrat toulousain. Ce n'était pas un mathématicien ni un physicien. C'était un magistrat, mais qui était féru de mathématiques, était un fou de la science, et qui, quand il sortait le soir du tribunal, il rentrait chez lui, il travaillait des maths le soir. Et c'est Fermat qui a quand même donné cette fameuse conjecture pour laquelle il a fallu à peu près 325 ans pour la résoudre. Cette conjecture qui dit que, par exemple, à partir de 2 carrés, vous pouvez fabriquer un troisième carré, mais à partir de 2 cubes, vous ne pouvez plus faire un troisième cube, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver 3 nombres x, y, z entiers avec lesquels vous pouvez faire cette relation-là avec m supérieur à 3, supérieur ou égal à 3. Vous pouvez le faire avec 2 c'est le théorème de Pythagore, à partir de 3 c'est impossible. Il a fallu 325 ans pour qu'un Anglais démontre que Fermat avait effectivement raison, qu'il était impossible d'avoir cette relation. Mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui nous occupe c'est la réflexion. Donc Fermat a montré que quand on partait d'une source et on allait vers un détecteur, si vous voulez, eh bien cette lumière se réfléchissait avec 2 angles égaux, et on a la fameuse loi de Snell-Descartes. C'est le principe de moindre distance. Tant qu'on parle de réflexion, c'est le principe de moindre distance. Maintenant, si on applique le principe de moindre distance sur la réfraction, eh bien ça ne va pas, c'est plutôt le principe de moindre temps. Maintenant, si on applique le moindre temps ici et là, ça marche. D'accord ? Donc c'est le triomphe du principe de moindre temps. Un rayon lumineux doit aller d'un point à un autre en un temps minimum, en un temps record. Et quand cette lumière, ce rayon lumineux, parce qu'on est à l'époque du rayon lumineux, quand ce rayon lumineux traverse 2 milieux différents, il va se briser, d'accord, pour justement joindre l'autre bout en minimum de temps. Alors aux jeunes lycéens, parfois on leur donne l'exercice suivant, sachant qu'on est en train de se détendre au bord de plage et qu'il y a la petite copine ou le petit copain qui est en train de se noyer, quelle est la vitesse, quelles sont les 2 vitesses qu'on peut avoir, quel est le chemin qu'il faut avoir pour aller sauver la personne de l'autre côté le plus rapidement possible. Et ça correspond exactement au principe de moindre temps. D'accord ? Dès qu'on traverse 2 milieux dans lesquels notre vitesse doit changer, eh bien on doit changer de direction. Ça, c'est le principe de moindre temps. Donc, première formule mathématique, mais comme j'ai dit, ne vous effrayez pas. Ça, c'est simplement la façon d'exprimer que quand un rayon traverse un milieu dans l'indice de réfraction que Fermat ne connaissait pas à l'époque. L'indice de réfraction était totalement inconnu à Fermat. Tout ce qu'il savait, c'est que la lumière ralentissait quand elle rentrait dans un milieu différent. Donc, ce qu'il appelait, lui, la résistance à la progression de la lumière. Mais l'indice de réfraction, il ne connaissait pas. Alors, l'indice de réfraction, évidemment, quand vous traversez 2 milieux, vous avez 2 indices de réfraction différents, dans lesquels les vitesses vont changer, donc le rayon va se briser. Mais vous pouvez aussi avoir un milieu dans lequel l'indice de réfraction varie d'une façon continue. Donc, ça devient une fonction à 3 dimensions, x, y, z, si c'est à 3 dimensions ou 2 dimensions, etc. Donc, le principe de moindre temps s'exprime simplement par cette formule très simple, qui est que le temps que met le rayon pour aller d'un point à un autre, c'est l'intégrale de cette fonction divisée par la vitesse c, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Ça, c'est la définition moderne, ce n'est pas celle qu'utilisait bien sûr Fermat. Donc, ce qui fait que, en fait, c sur n, c'est simplement la vitesse dans le milieu. Voilà. Et si vous intégrez ça, vous prenez le différentiel, ben, vous allez obtenir le temps minimum. Et c'est ce qui vous explique pas mal de choses. Ce qui vous explique la formation des mirages et la déformation du Soleil quand le Soleil est à l'horizon. C'est ce que vous explique, par exemple, ce que
Pour ceux qui ont eu l'occasion de marcher dans le désert, arriver devant un arbre, si l'indice de réfraction à cause de la chaleur changeait du sol vers le haut, ben vous voyez le palmier inversé. Au fond, quand vous regardez par terre, vous voyez la projection du palmier sur le sol. Alors le sol, c'est du sable, hein. Mais vous le voyez à cause de ça, parce que le trajet de la lumière, évidemment, est tordu à cause de cette variation NXYZ de l'indice de réfraction. C'est assez pas mal. Et ça, et bien sûr le soleil, quand vous voyez le soleil en horizon, vous voyez le soleil déformé, parce que justement la lumière qui vous vient, elle va traverser un milieu dont l'indice de réfraction change avec l'épaisseur par rapport au sol. Alors, ça c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut être averti pour voir derrière ces découvertes un certain nombre de choses. NXYZ, donc, c'est la propriété du milieu qui brise ou courbe la trajectoire de la lumière, du rayon lumineux. Et quand on va rentrer en mécanique, c'est ce qu'on va faire immédiatement, eh bien, tout de suite, il y a des conséquences que certains ont vues, des conséquences extrêmement importantes pour la physique, notamment l'inspiration de Jean Bernoulli. Alors, Jean Bernoulli a proposé un problème qui s'appelle le problème du brachistochrone, du grec brachistos, qui ça veut dire le plus court, et chronos, qui ça veut dire temps. Le brachistochrone, c'est la chose suivante. Je prends donc là, on est en mécanique, on n'est plus dans la physique de Fermat. Je prends un objet, je le laisse tomber à vitesse 0, vitesse initiale 0, c'est-à-dire je ne le lance pas, juste je le laisse tomber, seulement je vais lui imposer d'aller d'un endroit à un autre. Donc je vais dire que je veux qu'il aille de A à B. La question qu'a posée Bernoulli, c'est quel est le trajet qui est le plus court, qui est le plus rapide, pas forcément le plus court, pour cet objet venant de là, sachant qu'il va subir la gravitation. D'accord? Donc c'est ça. Vous avez la gravitation, et vous avez un objet qui part d'ici et qui va à B. Et il dit la chose suivante, et il dit, suivant l'exemple donné par Pascal, Fermat, etc., j'espère gagner la gratitude de toute la communauté scientifique en donnant aux meilleurs mathématiciens de notre temps un problème qui permettra de tester leur méthode et la force de leur intelligence. Et je donne 6 mois pour qu'on me propose la solution et je déclarerai le gagnant comme digne de louange, etc. En fait, il y avait à l'époque déjà une controverse terrible entre Leibniz et Newton, puisque les deux prétendaient avoir découvert le calcul infinitésimal. Et donc, en fait, ce challenge, ce défi, était plutôt lancé à Newton sans le dire. Dispute entre Newton et Leibniz, et il le rajoute, sans le nommer, rares sont ceux capables de résoudre nos excellents problèmes, même parmi les mathématiciens qui se vantent d'avoir merveilleusement bien étendu leurs limites au moyen de théorèmes d'or qu'ils pensaient inconnus de personne, mais qui en fait depuis longtemps ont été déjà publiés par d'autres. C'est-à-dire, il sous-entend à Newton, arrête de frimer, Leibniz a découvert ça avant vous. Donc il y a une guéguerre qui se pose là-dessus. Et Newton qui répond, je n'aime pas être ridiculisé, taquiné par des étrangers sur des choses mathématiques. Donc le problème est le suivant, c'est un problème qu'en fait Galilée avait déjà abordé. Et Galilée l'avait abordé de cette façon, il a dit, ok, ça c'est le trajet le plus rapide. Non, il calcule qu'en fait, s'il prend un petit arc de cercle, il voit que le trajet AMB est plus rapide. Et alors très vite, il va en besogne et il conclut que le trajet le plus court, c'est le trajet arc de cercle. Réponse, faux. Donc même le grand Galilée s'est planté. Alors on ne va pas quand même laisser Galilée sur un échec. Donc ça, c'est ce qu'avait dit Feynman vers la fin de sa vie. Il est beaucoup plus intéressant de vivre sans savoir que d'avoir des réponses qui pourraient être fausses. Je rappelle quand même, pour rendre hommage à Galilée, sa fameuse intuition sur les conclusions d'Aristote, quand à l'époque il avait énoncé 2 lois. La première, que l'état naturel de tout corps, c'est d'être au repos, ce qui est faux, ce que Galilée a trouvé faux. Pourquoi? Parce qu'il y a les forces de frottement que Aristote avait oubliées. La deuxième chose qui était dans les mœurs, c'est que et ça, n'importe qui d'entre vous peut faire l'expérience, vous montez au 5e étage de là où vous habitez, vous lancez une boule de pétanque et une plume, et vous allez voir que la boule de pétanque arrivera plus tôt. Et donc vous concluez que les choses massives arriveront plus vite que les choses légères. Ce qui est absolument faux, parce qu'il y a l'air
Alors, c'est des expériences qui n'ont jamais été faites sur la tour de Pise, contrairement à ce qu'on croit, c'est un mythe. Simplement, je l'ai mis ici pour un petit clin d'œil. En fait, Galilée a merveilleusement bien résolu ce problème. Si vous prenez un objet massif, il tombe plus vite, effectivement, que l'objet léger. Alors, Galilée s'est posé la question, maintenant, si je les attache, tous ces deux objets, et je les laisse tomber, la masse va être plus élevée. Donc, ça risque de tomber plus vite que chacun des deux objets séparés. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a l'objet léger qui va retarder l'objet lourd. Donc, ça va tomber à une vitesse intermédiaire. Donc là, on est devant une contradiction, un paradoxe. Et lui, il l'a résolu en disant que ce paradoxe n'est levé que si les deux objets tombent à la même vitesse. Et effectivement, il y a une belle expérience au CERN à Genève. Vous avez un long tube sous vide, et à l'intérieur, vous avez une bille métallique et une plume. Et si vous renversez le tube, vous voyez les deux objets tomber exactement à la même vitesse. Et pourtant, l'un est vachement plus massif que l'autre. Donc ça, c'est la résolution de Galilée. Je reviens à mon problème. Et mon problème, c'est ça. C'est que la solution de ce problème d'un objet qui va de A à B, c'est la cycloïde. C'est donc l'équation de la cycloïde qui permet, c'est le trajet ou le chemin sous forme de cycloïde qui permet d'arriver à cet objet lancé à vitesse nulle, d'arriver le plus vite. Alors, qu'est-ce que c'est la cycloïde? La cycloïde, c'est simplement ça. Vous prenez un vélo, vous marquez un point rouge sur la jante, et vous faites avancer ce vélo, eh bien, la courbe que décrit le point rouge sur la jante, c'est la cycloïde. Vous l'avez ici. Ça, c'est une cycloïde. Donc ça, c'est la route vélo. Et vous suivez le trajet de ce point, c'est la cycloïde. Et Jean Bernoulli l'a réglé absolument d'une façon tout à fait merveilleuse. Il s'est basé sur le principe de Fermat pour résoudre un problème mécanique. Et il a simplement considéré que ce milieu, le milieu dans lequel tombe cet objet, va tomber dans un potentiel Vx, YZ, champ de gravitation, qui correspond d'une certaine façon à un indice de réfraction changeant avec la profondeur. Et s'il résout l'équation de Fermat appliquée au potentiel de gravitation, il tombe sur l'équation du cycloïde. Donc c'est aussi élégant que ça. Donc à partir de ce moment-là, le calcul, ce qu'on appelle le calcul variationnel, est né. Le calcul variationnel, c'est le calcul qui va permettre maintenant au principe de moindre action de vraiment se lancer dans les mathématiques et la physique. Alors la solution a été trouvée par ces gens-là. La solution anonyme de Newton était aussi la cycloïde, mais sans passer par le principe de Fermat. Et évidemment, Jean Bernoulli était obligé de reconnaître, et il a donc déclaré qu'effectivement, nous reconnaissons le lion par sa griffe, c'est-à-dire qu'il a été obligé de s'incliner et reconnaître que Newton a résolu le problème comme il se devait. Voilà. Alors, nous arrivons là au nœud, vraiment, à un croisement de ces concepts. Donc, 1696, il y a une équivalence absolument frappante entre le comportement de la lumière dans un milieu où l'indice de réfraction change avec le comportement d'un objet qui est soumis à des forces de potentiel. Et ça, c'est fondamental. Propriété de l'espace qui courbe la trajectoire de la particule. Il y a deux choses qui sont sorties de tout ça, que les suivants vont remarquer, certains vont remarquer que d'autres n'ont absolument pas vu, notamment Hamilton, pratiquement 150 ans après, il voit dans cette affaire-là l'équivalence optique-mécanique. Et ça va lui donner des belles idées qui vont donner lieu à la fameuse mécanique quantique. Donc, tout de suite, il voit ça. Ce que Lagrange, avant, qui a développé complètement le processus, dont on va y arriver dans un petit moment, n'a rien vu. Lui, il s'est concentré sur la mécanique. Mais Hamilton a vu ça. Il y en a un autre qui a vu autre chose, qui a vu cette propriété de l'espace qui courbe les trajectoires. C'est Albert Einstein. C'est-à-dire que finalement, l'objet dans le champ de gravitation va se comporter comme s'il était dans un milieu où il n'y a aucun champ de gravitation, mais le milieu est courbe. La meilleure expérience qu'on peut faire, c'est prendre une toile, la tendre, mettre une boule de pétanque au milieu, elle va courber cette toile, et si on lâche une petite bille, cette petite bille va suivre la courbure définie par la grosse. C'est la gravitation, c'est la fameuse gravitation. Donc ça, c'est l'espace courbe en général pour le modéliser, si vous voulez, l'imager. Donc ce sont deux conséquences de cette fameuse loi de Fermat qui vont être observées par ces gens-là. Voilà. Alors, Dieu dans tout cela. Donc là, maintenant, Dieu va arriver, parce qu'on est quand même, comme je vous ai dit, on n'est pas loin du 16e, hein, et il y a toutes ces réflexions
dans Leibniz, évidemment, qui était profondément croyant et religieux, et qui, donc, toutes ses réflexions étaient justement autour de l'importance de Dieu dans tout ça. Et donc, je vous laisse lire cette citation qui est assez importante. En gros, il y a le bien et il y a le mal. Et donc, Dieu, dans tout ça, essaye de nous offrir le meilleur des mondes en essayant de trouver un compromis entre le bien et le mal. Et c'est le monde qu'il nous offre. Tout le reste, toutes les autres combinaisons possibles ont une existence logique, mais pas une existence réelle. Donc, je vous laisse juge si vous estimez que nous vivons dans un monde qui est le meilleur qui soit. Alors, ça c'est Leibniz, commentaire de Diderot, qui était un leibnizite convaincu, évidemment, qui renchérit, qui va encore plus loin, et qui dit que Dieu a choisi ce milieu, etc. Donc, et il faut savoir que le premier, c'est quand même un physicien, un mathématicien, scientifique. Hein. Ensuite, il y a Voltaire, qui était un déiste convaincu, puisque c'est la fameuse phrase « derrière cette horlogerie, il y a bien une horloge », derrière cette horlogerie, il y a bien un horloger, c'est Diderot, c'est Voltaire. Et lui, évidemment, il ironise parce qu'il est un petit peu contre cette frénésie d'aller toujours vers Dieu, et il dit la chose suivante: remarquez bien que les nez sont faits pour porter des lunettes. C'est un petit peu pour ironiser sur les gens qui veulent un petit peu mettre Dieu à toutes les sauces. Alors, le principe d'optimalité de la nature, c'est donc Newton qui, évidemment, après avoir découvert merveilleusement les lois de Kepler, en tout cas sur le plan formel, avait évidemment dit que l'ordre qui règne dans les choses matérielles indique assez qu'elles ont été créées par une volonté pleine d'intelligence. Donc il y a toujours Dieu qui est derrière, qui va amener Maupertuis, bien sûr, comme Maupertuis était un fervent défenseur de Newton, et il va évidemment s'en inspirer pour créer son fameux principe de moindre action. Alors, je rappelle très brièvement que dans la physique de Newton, vous partez de conditions initiales qui sont donc la position et la vitesse, vous faites le bilan des forces qui s'appliquent à l'objet, et vous allez étape par étape, par saut de puce infinitésimaux, c'est pour ça qu'il a créé, en tout cas il a participé à la création du calcul infinitésimal, pour essayer de découvrir l'évolution de la trajectoire de cette chose-là, et il a déterminé ces fameuses équations qui concernent la première loi. Donc avec ça, on peut résoudre tous les problèmes mathématiques, c'est ce qu'on fait, je pense aux étudiants, ça doit être frais dans leur tête. Arrive Maupertuis, et donc là, on va rentrer dans la science, tout doucement. Et donc, Maupertuis, qui fait connaître Newton, et qui est un fervent défenseur de Newton, et va essayer de dire, comprenant la théorie de Fermat, comprenant Newton, il va sentir qu'il y a quelque chose derrière tout cela qui unifie toute cette physique. Et il va proposer le principe de moindre quantité d'action en se basant sur la quantité mv, qui est la quantité de mouvement, déterminée par Descartes plusieurs années avant. Et donc, c'est cette quantité de mouvement intégrée dans l'espace qui va donc donner lieu à ce principe de moindre action. Et il le définit comme ceci. Donc voilà la formule, très simple, magistrale et extrêmement élégante. Il appelle l'action S et il dit que tout objet qui se déplace, vous, moi, n'importe quel objet qui se déplace, va se déplacer avec une quantité de mouvement mv intégrée sur tout l'espace et qui va être minimisée. Et donc, en fait, ce n'est plus le problème de Newton qui part de conditions initiales et qui va construire la trajectoire au fur et à mesure. Lui, il va traiter le problème dans sa globalité. Et il s'en fiche complètement des forces qui sont appliquées. Et il va juste prendre le point de départ, le point d'arrivée. Et il va construire la trajectoire qui sera unique. C'est celle qui est offerte par la nature. Et cette trajectoire unique, elle est donnée par cette intégrale. Voilà. Donc, ce qui est absolument élégant, c'est que si vous prenez pour un système conservatif, deuxième formule sympathique, c'est E égale 1 demi d'mv2 plus VV, c'est le potentiel. Vous en extrayez mv d'ici, vous l'intégrez là-dedans, et vous obtenez ceci. Donc l'action redéfinie de façon moderne. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous la mettez en parallèle vis-à-vis du moins de temps de Fermat, vous voyez qu'il y a quelque chose là-dedans qui est lié. Il y a quelque chose qui appartient aux deux phénomènes. Donc ça, c'est une espèce d'indice de réfraction variable dans l'espace. Donc il y a bien un lien entre les deux. Et ce lien entre les deux, c'est le chemin minimum et c'est l'équivalence que va découvrir Hamilton pratiquement 100 ans après. Poisson, qui est un très grand mathématicien français, qui est le précurseur, l'un des précurseurs de la mécanique quantique. Pour ceux qui ont travaillé sur Poisson et les crochets de Poisson, ils savent de quoi je parle. Les crochets de Poisson sont
le fondement de la mécanique quantique telle qu'a été découverte par Dirac. C'est les crochets de poisson. Eh bien, comme quoi, même aux esprits extrêmement développés, il y a un concept qui peut leur échapper. Et lui, il a considéré que le principe de moindre action est un principe parfaitement inutile. Pourquoi? Parce que la physique de Newton était bien établie. Donc on ne voyait pas pourquoi on allait encore redémontrer tout ça. Et voilà. Donc arrivent Lagrange et Euler. Et Lagrange et Euler, ils vont redéfinir donc, l'action sous forme de ce fameux Lagrangien. Et ce fameux Lagrangien, et c'est tout le génie de ces deux bonhommes, c'est de prendre l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et c'est là où on arrive à ce fameux concept, dans le concept de Dieu, le bien et le mal. Ce sont en fait les deux réservoirs d'énergie, cinétique et potentielle, et le compromis entre un objet qui se déplace, qui va perdre de la vitesse pour acquérir de l'énergie potentielle. Si vous prenez un objet que je lance comme ceci, évidemment, il va à un moment donné s'arrêter pour retomber, et en ralentissant, il va perdre de l'énergie cinétique, donc il va perdre de la vitesse, mais en même temps, il va acquérir de l'énergie potentielle. Qu'est-ce qui détermine parmi toutes, quand je prends un objet, je vous le lance comme ceci, il n'y a qu'une seule trajectoire possible. Qu'est-ce qui fait que c'est cette trajectoire et pas une autre? Eh bien, grâce à ce principe où l'objet va essayer de perdre le moins de vitesse en obtenant le maximum d'énergie potentielle. D'accord? Donc c'est ce jeu entre les deux, et c'est le génie de Lagrange d'avoir mis le signe moins là-dedans. Parce que quand vous faites ça, eh bien vous pouvez retomber exactement sur la formule de Maupertuis. D'accord? Et Lagrange, à propos de Maupertuis, est la plus belle et la plus importante des découvertes en mécanique, qui va lui permettre, évidemment, de redéfinir toute la physique de Newton, mais alors toute la physique de Newton, sur cette équation. D'accord? Donc un corps prend la direction qui lui permet de dépenser le moins d'énergie dans l'immédiat ou d'acquérir le plus dans l'immédiat. Donc ces deux choses-là sont simplement un transfert d'énergie entre deux réservoirs. Voilà. Et un petit calcul très simple, je laisse les étudiants ici s'amuser. Vous prenez ça, vous remplacez le MV là-dedans et vous retombez exactement sur la formule de Maupertuis. Ça vous permet évidemment de déterminer entre plusieurs trajets lequel est le plus efficace. Et là, je ne rigole pas, les frégates calculent leur trajet en fonction des alizés, des vents, pour déterminer la meilleure trajectoire possible, c'est-à-dire le principe de moindre action. Donc il y a des gens qui utilisent le principe de moindre action sans le savoir. D'accord? Donc victoire égale chemin de moindre action. Vous avez plusieurs trajets ici, puis il n'y en a qu'un seul qui gagne. C'est celui qui utilise le chemin le plus court. Le plus rapide, pardon, en termes de... le plus optimal. Alors la découverte de Hamilton, on y arrive. Et Hamilton, quand il voit le travail de Lagrange, il le qualifie de travail, d'une grande sorte de poème scientifique. Et évidemment, ce que Lagrange n'a pas vu, Hamilton va le voir. C'est-à-dire cette fameuse association, ou cette fameuse équivalence entre l'optique et la mécanique. Et il sait que Fermat a établi son principe de moindre action sur la base de l'optique géométrique. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. Entre-temps, il y a Huygens qui est venu et qui a dit l'optique, ce n'est pas des rayons droits, l'optique, c'est des ondes. Donc, c'est là l'optique ondulatoire. Ça, c'est Huygens. Euler-Lagrange, qui donne une base formelle au principe de Maupertuis. Donc, tout ça, Hamilton, il l'a à sa disposition. Et Hamilton va réexaminer le principe de Fermat. Donc, il va revenir au principe fondateur de moindre temps, qui ne conteste pas, mais il va refaire les calculs en considérant la lumière non plus comme un rayon, mais comme une onde qui se propage, avec une phase, etc. Et il arrive, avec un calcul assez subtil que je ne voudrais pas vous montrer, à être le précurseur de la physique quantique, comme je vais vous l'illustrer à travers ces deux schémas. Si vous regardez donc, encore une fois, cette expression, je l'ai déjà montrée, c'est le principe de moindre action. Ça, c'est le principe du moindre temps, ça, c'est ce qu'on a dit Fermat. Et là, l'équivalence se trouve là. Seulement, dans l'optique, il y a deux vitesses. Il y a la vitesse qu'on appelle la vitesse de phase et il y a la vitesse de groupe. Dans le cas de la particule qui se déplace, ou l'objet, vous et moi, c'est que la vitesse de groupe.
Il n'y a qu'une seule vitesse, c'est notre propre vitesse à nous déplacer. Maintenant, si on associe une onde à un objet, si on m'associe une onde dans mon mouvement, eh bien, on va essayer de trouver cette onde et trouver cette vitesse de phase qui m'est associée à moi, en fonction de ma vitesse. Et si j'arrive à trouver ça, eh bien, j'ai réglé le problème. C'est ce qu'a fait Hamilton. Donc, le potentiel, comme j'ai dit, qui correspond à un indice de réfraction. Et ces deux choses-là, voilà la lumière, et voilà la vitesse de la lumière, qui est donc la vitesse de phase, et voilà la vitesse de l'objet mécanique, qui est la vitesse de groupe. Donc il reste un chaînon manquant là-dedans, et ce chaînon manquant, c'est Hamilton qui va le déterminer. Ça, c'est l'onde classique qui se propage dans le vide, qui est une onde qui se propage dans un milieu à indice de réfraction absolument constant. Donc vous avez, ce sont des sphères qui grandissent. Vous jetez votre pierre dans l'eau et vous avez des cercles concentriques que vous formez qui se propagent. C'est l'onde sphérique. Maintenant, si cette onde sphérique va traverser un milieu dans lequel l'indice de réfraction change, vous allez la déformer, cette onde sphérique. D'accord ? Mais ce que vous remarquez entre ces deux-là, c'est que le rayon, ce qu'on appelle le rayon optique, qui est fictif maintenant, puisque Huygens s'est passé par là, il nous a dit que l'optique n'est pas géométrique. Eh bien, ces rayons ou ces trajets de lumière sont orthogonaux à l'onde, à la phase. C'est toujours perpendiculaire. Donc, en fait, il y a tout qui se déforme au passage. Eh bien, Hamilton va faire un calcul. Maintenant, il oublie la mécanique quantique, l'optique, et il va faire un calcul pour les objets qui ont une masse, et il tombe sur quelque chose de très intéressant, sur un équivalent, puisqu'il était obsédé par cet équivalent. Il va tomber sur un équivalent de ce qu'ils appellent les ondes de phase, mais la phase ici, c'est l'action. Donc, on est toujours dans le principe de moindre action, qui est fondateur. Et il remarque que les trajectoires des objets sont orthogonaux à cette phase, qui est l'action. Et avec ça, il va déterminer une vitesse de phase qui correspond à l'onde fictive qui accompagne l'objet. Donc on est longtemps avant de Broglie ici. Et donc il va trouver ces deux vitesses. Et vous remarquez quelque chose là, c'est que si vous multipliez ces deux vitesses, vous obtenez E sur m. Maintenant, je reviens à Hamilton. Voilà ce qu'il trouve donc. Pour une onde optique, la vitesse de phase et la vitesse de groupe est la même, c'est égal à c, donc le produit c'est c au carré. Si vous prenez une onde fictive qui accompagne cet objet, vous trouvez le produit vitesse de phase plus fois vitesse de groupe égale E sur m. Nous sommes 70 ans avant Einstein. Si vous multipliez ces deux formules, vous trouvez E égale mc2. C'est-à-dire que si vous perdez un peu de l'énergie sous forme de rayonnement, là nous sommes dans le matériel, là nous sommes dans le rayonnement, vous trouvez quelque chose qui est assez surprenant. D'accord ? La mécanique de Newton, il arrive donc à la conclusion que la mécanique de Newton est la limite, comme l'optique géométrique. L'optique géométrique étant une limite de l'optique ondulatoire, il arrive à la conclusion que la mécanique de Newton est la limite à quelque chose que lui ne pouvait pas qualifier à l'époque, puisqu'il manquait encore la fameuse constante de Planck. Donc il manquait Planck. Donc il a bien écrit dans ses documents que la mécanique de Newton était une limite. Mais il ne savait pas de quoi il parlait. Il ne savait pas de limite de quoi. En fait, il fallait attendre que la mécanique quantique arrive, il fallait attendre que Planck arrive pour montrer que cette action, qu'on pensait à l'époque qu'elle pouvait être minimum au point d'être nulle, eh bien elle n'est pas nulle, il y a un quantum d'action minimum qui est h. Si h était 0, on n'existerait pas ici, nous, parce que c'est h qui est à l'origine de toute la stabilité de la matière et de l'univers. Donc lui, il ne pouvait pas le dire, mais c'est Planck qui va le dire. Voilà, nous arrivons à la dernière partie, donc la deuxième partie, ça va ? OK. Le quantum d'action, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, Planck, il arrive en 1900, il traite le corps noir et il est obligé de passer par le quantum d'action H, c'est-à-dire que l'action a un minimum, et ce minimum c'est H. Ça me rappelle la définition de Léonard de Vinci. Donc, ça c'est la physique quantique. Ensuite, Einstein, 5 ans après, il ne va plus parler de quantification de l'énergie, mais il va carrément dire que la lumière, c'est des photons, c'est des particules. Soit dit en passant, ce concept était déjà mis en place par Newton, mais c'est Huygens qui l'a détruit, parce que Huygens avait prouvé définitivement que la lumière était une onde, et que donc par conséquent, toutes les manips de réfraction, diffraction, etc., étaient parfaitement bien expliquées par l'onde, donc on était obligé d'oublier les photons. Sauf que l'effet photoélectrique,
avait besoin du concept de photon, et Einstein s'est basé sur la découverte de Planck pour dire que la lumière, c'était des photons. Et donc là, on arrive devant une bizarrerie totale, c'est que la lumière était de l'onde ou de la particule. Et ce n'était pas évident de jongler avec ces deux choses-là. Arrive De Broglie, et lui, il étend carrément le concept d'onde à la matière, et grâce au principe de moindre action, il va donner une base formelle à la stabilité de l'atome de bord, puisque l'électron qui tourne autour du noyau va avoir une action intégrée sur un rayon, ou sur une circonférence complète de mv, et si vous intégrez ceci et vous dites que c'est 1 h bar, vous tombez sur la quantification du moment cinétique. C'est très simple à faire et à démontrer. Ensuite arrive Schrödinger. Schrödinger a à sa disposition tout ça, et donc Schrödinger va mettre sur place sa fameuse équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger, dans laquelle le trajet ou le chemin d'un électron devient aussi fictif qu'un rayon lumineux. C'est-à-dire que là, on rentre dans le flou. Ce n'est plus une particule avec une masse déterminée, dans une orbite déterminée, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose de fictif. Voilà notre cher Planck. Alors je voudrais vous citer comme ceci, parce que c'est intéressant parfois d'avoir ces petites vicissitudes de la vie, où quand il va faire ses études, il va voir le professeur qui lui dit « je voudrais », parce qu'il était fasciné par la conservation de l'énergie, il lui dit « je voudrais suivre des études de physique », il lui dit « c'est pas la peine, dans la physique tout a été découvert, tu vas t'ennuyer ». Et lui, il lui répond « cher professeur, je n'ai aucune prétention de découvrir quoi que ce soit, je veux juste comprendre les lois fondamentales de la nature », et on sait que 14 ans après, vous êtes rentré à l'université, il vient avec la physique quantique. Donc les jeunes, vous avez de l'espoir. Alors, je reviens donc au précurseur de Schrödinger. Là je rappelle, il n'y a aucune nouvelle formule. Donc, il y a Fermat, il y a Maupertuis, il y a Lagrange, il y a Hamilton, il y a Planck et Einstein, et il y a De Broglie avec sa dualité entre corpuscules. Donc, vous voyez, tout ça se défile dans le temps. Donc, j'ai eu par le passé à enseigner, et quand je parlais aux étudiants, ils me disaient « Ah, mais monsieur, ce qu'on a appris l'année dernière, c'est bon, on l'a appris, il ne sert plus à rien. » Faux, archi faux. Si vous avez ce concept-là, vous n'irez pas loin. Et il faut impérativement revenir sur ce qui a été fait par vos ancêtres, parce que c'est là-dedans que se trouvent les belles découvertes. Triomphe de la remarque prophétique faite par Hamilton 91 ans plus tôt. Alors, voilà notre ami Schrödinger. Pour la petite histoire, quand même, je ne sais pas si je vais la raconter, mais je vais la raconter quand même. C'était un monsieur qui était très connu pour être un coureur de jupons. Et la fameuse équation qu'il a établie, c'était une escapade avec sa maîtresse dans les Alpes qu'il a découvert cette équation. Alors l'histoire ne dit pas si sa maîtresse, ce soir-là, l'a laissé travailler dans son bureau ou s'ils ont fait autre chose que de travailler. Et il se trouve que le lendemain, il est venu avec une belle étoile, qui est l'étoile de l'équation de Schrödinger. Mais c'est vrai, je vous raconte, c'est très connu, il était connu. Alors, quand il a lu la thèse de De Broglie, il était fasciné par cette thèse. Il n'arrêtait pas d'aller dans des endroits, à gauche et à droite, donner des séminaires sur cette thèse de De Broglie, parce qu'il était fasciné par la dualité entre corpuscules. Et il est allé à Zurich, chez un monsieur qui est très connu, qui est devenu prix Nobel lui aussi, Peter Debye, et il a donné ce séminaire, et Peter Debye, à la fin du séminaire, il lui dit « Mais si l'électron correspond à une onde, il doit bien y avoir une équation d'onde. C'est comme pour la lumière. Si la lumière est une onde, donc il y a une équation. » Évidemment, Schrödinger lui a dit « Oui, il doit y avoir une équation, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. » 4 mois après, il est venu avec l'équation. Comment ? Il a simplement reconstitué le puzzle. Alors regardez, moi je reste fasciné par ça. Voilà l'équation qui était connue bien avant Schrödinger. C'est l'équation de propagation de la lumière. Donc vous voyez, elle correspond à cette équation tout à fait en voyant dans l'espace et dans le temps, puisque une onde, elle va se propager dans l'espace avec le temps. Il y a tout ce qu'il faut là. Simplement, on ne sait pas nu, c'est la fréquence, et U, c'est l'énergie de phase, la vitesse de phase. Donc maintenant, comment adapter ça à la particule? Eh bien, il va se baser sur ce qui a été fait, sur le fait que De Broglie venait de montrer que lambda égale h sur p, p étant la quantité de mouvement, mv, que Einstein avait dit que E égale h nu, nu c'est l'énergie divisée par h, l'énergie de la particule, de l'électron, que la vitesse de groupe, le passage de la vitesse de groupe à la vitesse de phase, eh ben c'est ceci, ça a été fait par Hamilton.
Donc Schrödinger a simplement ramassé tout ça et il a pris ces deux choses-là qu'il a remplacées ici et il a obtenu l'équation de Schrödinger. Donc, cette équation de Schrödinger que moi, quand j'étais étudiant, on me disait, c'est comme ça, tu la prends et tu la résous. Évidemment, c'est un peu long de faire toute l'historique, mais l'équation de Schrödinger se démontre, contrairement à ce que disent certains. D'accord? Une équation ne peut pas ne pas se démontrer. Alors évidemment, ça c'est l'équation indépendante du temps. Je vous laisse déterminer l'équation dépendante du temps, il suffit de reconsidérer cette chose-là. Voilà. Alors évidemment, il faut savoir que Schrödinger, quand il a fait son équation, il a donné cette équation d'onde sans absolument savoir ce que voulait dire le psi. Le psi, il a fallu plusieurs années avant que Born ne démontre que ce fameux psi était une composante vectorielle, sur laquelle je vais arriver dans un petit moment, et le produit de psi étoile étant le conjugué, correspondait à la probabilité de trouver la particule à un endroit bien précis. Donc Schrödinger a fait son équation sur le principe de moindre action sans absolument savoir ce que ça voulait dire psi. Mais en tout cas, il a résolu le problème. Vous l'appliquez à l'hydrogène, effectivement. Là, on comprend pourquoi l'atome de Bohr était problématique. Parce qu'il introduisait évidemment les termes de probabilité. Ensuite arrive la troisième formulation, c'est la dernière partie de mon séminaire. La troisième formulation donnée par ce génie, qui évidemment était obsédé par cette histoire d'onde-corpuscule. Est-ce que c'est une onde? Est-ce que c'est une corpuscule? Est-ce que c'est une particule? Onde, corpuscule, corpuscule, onde? On ne sait pas. À l'époque, c'était les deux qui prévalaient en même temps. Et lui, son problème était de reprendre le problème du brachistochrone, mais cette fois-ci avec une particule quantique, si vous voulez, parce que maintenant on est dans la quantique, hein. Donc un électron ou un photon qui va aller d'un endroit à un autre. Et la mécanique classique nous dit qu'il y a un chemin possible et un seul. Et lui, il dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y a que ce chemin. Moi, je décrète que la particule va aller du point A au point B en empruntant tous les chemins possibles et imaginables. Il lui restait à prouver qu'avec ce concept de suivre tous les chemins possibles et imaginables, il arrive à démontrer quand même que ce qui a été fait avant reste valable. Par exemple, Fermat, plus personne ne discute le principe de Fermat. Comment on va arriver au principe de Fermat qui dit qu'un rayon lumineux va dans un endroit à un autre avec le principe du temps minimum, en suivant un trajet bien précis, et lui il dit ça fait tous les trajets, et puis finalement on retombe sur Fermat. Et c'est assez élégant. Je crois pour ma part que c'est la formulation, je ne suis pas le seul, les grands physiciens le disent, c'est la formulation la plus élégante que la physique ait jamais connue. Sur le principe, et vous allez voir, la démonstration, elle est ahurissante de simplicité. Avant Feynman, le trajet est plus rapide, c'est le temps minimum, un seul chemin est possible. Après Feynman, pour aller de A à le temps TA pour arriver à B en temps TB, tous les chemins sont possibles. Et il n'exclut aucun. Pourquoi? Parce que la fameuse expérience de Young ou des fentes. Ici, il y en a plusieurs, il peut y en avoir, c'est un réseau là. Il faut savoir qu'il y a quelques années, la Société américaine de physique avait lancé, donc c'est la raison pour laquelle il faut être actif dans les sociétés de physique, notamment la SFP. Donc la Société américaine de physique avait lancé un grand espèce d'audit ou de sondage à travers le monde entier, en s'associant à ses sœurs de l'étranger, en leur disant, demandez aux étudiants quelle est l'expérience qu'ils ont le plus retenue dans leur cursus. Alors certains étudiants avaient étudié 2 ans, d'autres 5 ans, 6 ans. Chacun a répondu, ils ont collecté les réponses et ils ont pris le maximum. Donc ils ont pris l'expérience qui les a le plus fascinés, les étudiants du monde entier, en tout cas de ceux des pays qui ont été sondés. Et ils ont tous dit, enfin la majorité avait dit que l'expérience la plus fascinante, c'est l'expérience de Young, des fentes de Young. Vous prenez donc un écran, vous mettez 2 trous, vous envoyez de la lumière et vous voyez les interférences derrière. Si vous considérez la lumière comme une onde, vous pouvez expliquer les interférences qui se forment derrière. Mais si vous considérez la lumière comme des particules, là vous arrivez devant un problème. La particule, elle va passer par le trou numéro 1 ou par le trou numéro 2. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous laissez la particule libre, en fait, elle va passer par les 2 endroits. Puisque autrement, il n'y aura pas d'interférence. Si vous fermez un trou, vous ne formez pas d'interférence. Si vous ouvrez le 2e trou, vous formez des interférences. Et Feynman a démarré de ça. Donc, pour lui, la réalité, c'est que la particule va passer par tous les trous possibles et imaginables. Va donc prendre tous les chemins. Maintenant, le problème, c'est comment il va construire tout son modèle sur cette affaire-là.
il passe par n'importe quelle direction, il suit n'importe quel trajet et il prend n'importe quelle vitesse. Complètement contraire à la physique classique. Et pourtant, il va retomber sur ses pieds. Il considère que suivre le trajet de moindre temps est une illusion. D'accord ? La réalité, c'est que la particule explore tous les trajets. Et comment il fait pour démontrer ça ? D'une façon absolument extraordinaire. Il prend donc l'expérience de Fermat, et il considère un photon qui va partir de là, arriver au point B, et il dit dans son bouquin qu'il a mis cet écran ici parce qu'un jour un étudiant, quand il a posé la question à Feynman, il a dit quel est le trajet le plus rapide pour aller de A vers B, ou de la source vers le détecteur. L'étudiant lui a dit le chemin droit. Alors il lui a dit non, je te dis qu'il faut qu'il se réfléchisse sur la machin. Alors donc il a introduit un écran ici pour dire aux étudiants ne vous plantez pas, je considère la réflexion obligatoire, c'est-à-dire que le photon doit se réfléchir. Et il prend un photon qui vient de là, qui se réfléchit en D, il va vers B, en E, en C, et donc sur une infinité de points qui se trouvent sur la surface. Donc il ne donne aucune limite au photon. Donc c'est le même photon qui va aller de A vers B en se réfléchissant d'abord sur D, sur E, sur C, etc., etc. Il se réfléchit, il va vers B, il revient, il repart, etc. Il passe par tous les trajets. Et pour mesurer le temps que met ce photon pour aller de A vers B, en suivant un trajet bien précis, il conçoit un chronomètre quantique. Donc ce chronomètre est un chronomètre à aiguille, pas numérique. Donc en fait, dès que le photon a quitté l'endroit A, l'aiguille se met à tourner. Et on va calculer le nombre de tours que l'aiguille a fait, enfin, quelle est la position finale de l'aiguille quand le photon est arrivé là. Et on fait ça pour chaque trajet. Maintenant, comment on va définir la rotation de cette aiguille? Là, il donne une autre subtilité. Cette aiguille va tourner à la fréquence du photon lui-même. Donc ça veut dire que si j'ai un photon dans le rouge, il va avoir une certaine fréquence, l'aiguille va tourner avec une certaine vitesse. Si c'est un photon bleu, etc. Donc s'il y a deux photons, un rouge et un bleu, il faudra qu'il y ait deux chronométreurs, un avec un bonnet rouge, l'autre avec un bonnet bleu. Ne voyez là aucune relation avec les événements récents. Donc chacun va pouvoir mesurer le trajet donc, de son photon. Mais restons sur un photon unique, de couleur unique. La fréquence du photon est égale à E sur H. H, c'est une quantité, c'est une moindre action. Okay? E, c'est l'énergie. Qu'est-ce qui se passe pour un électron? Et c'est là le génie de Feynman. Il réintroduit le moindre action dans le comportement de l'électron. 5 minutes? C'est bon, j'ai fini. Donc la fréquence de rotation de l'aiguille quand il s'agit de suivre un électron dans l'espace, ça sera T-V, c'est-à-dire, ça vous rappelle Lagrange, divisé par H. Or, T-V, c'est une action, et H, c'est une action, donc on est tranquille. T-V, c'est une énergie, H, c'est une action, donc l'unité de F, c'est une fréquence, c'est seconde moins 1. Et vous remarquerez que ceci est proportionnel à la masse. C'est-à-dire que si la masse est élevée, l'aiguille tourne très vite. Et si l'aiguille tourne très vite, ça veut dire que le moins de variation va se voir. Et c'est la raison pour laquelle que dans la physique classique, on va retomber sur nos pieds, il n'y aura qu'un seul chemin possible, il va le montrer. Donc, concrètement, il va prendre 3 trajets. Dans le premier trajet, l'aiguille a tourné et puis s'est arrêtée à un certain endroit. Dans le deuxième trajet, elle a tourné, elle s'est arrêtée dans un autre endroit, parce que ce n'est pas le même trajet, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette aiguille est un vecteur. Là où elle s'est arrêtée, cette aiguille, il va prendre ce vecteur, il va le poser quelque part, et il va rajouter tous les vecteurs entre eux, et il va trouver un vecteur résultant. Et ce vecteur résultant, c'est la probabilité que l'électron est arrivé à l'endroit précis. Terminé. Alors évidemment, ça je l'ai fait pour 3 vecteurs, pour 3 trajets, mais on peut le faire pour une infinité. Pour une infinité, vous prenez les probabilités, c'est le principe de superposition, vous ajoutez tout ça, vous élevez au carré, et vous avez la probabilité finale. Alors je vais vous donner un petit dessin animé là, et vous allez voir ce qui va se passer. Un petit instant, ça va venir. Donc c'est le même photon qui va aller dans tous les sens. Et vous voyez? Donc ensuite, les vecteurs se sont arrêtés, il va les ajouter géométriquement, donc c'est vraiment un truc de terminale ou de première, et il va déterminer le vecteur résultant qui va sortir, boum, le voici, et hop. Et ensuite, il prend le carré, et c'est la probabilité pour que l'électron arrive à l'endroit en question. Maintenant, comment il va venir de son modèle à Fermat? Vous allez le voir tout de suite. Donc, là, on le fait pour une infinité, si vous voulez, de trajets. On va trouver les fameux temps. Donc, c'est évidemment, s'il passe par là, par A, pour aller vers D, c'est beaucoup plus long, le temps est plus élevé, la durée.
s'il passe par le milieu comme Fermat, le temps est le plus faible. Et comment il retombe sur ses pieds? Comment il redémontre que Fermat avait raison quand même? Eh bien, quand vous prenez tous les vecteurs, vous remarquerez que les vecteurs qui sont au milieu, c'est eux qui déterminent le trajet final, puisque ceux-ci se retranchent mutuellement et s'annulent. Si vous prenez les vecteurs extrêmes, des distances extrêmes, et vous faites l'addition géométrique de ces vecteurs, vous tombez sur 0. Donc il démontre par les chemins, tous les chemins possibles, que Fermat avait quand même raison, sauf qu'avec la physique quantique, c'est un peu flou. Le milieu n'est pas très clair, parce qu'on est en physique quantique, il faut le savoir, hein, le trajet est fictif. OK? Alors, petit coup d'œil pour ceux qui aiment la physique quantique, et pour montrer comment Fermat a quand même démontré l'équation de Schrödinger, parce que l'équation de Schrödinger a été prouvée comme correcte. Eh bien, ce vecteur-là, ce qui est extraordinaire, donc encore une fois, les connaissances de l'air, là on remonte au 1700. La représentation d'un plan complexe d'un vecteur se fait de la façon suivante. Donc, c'est la fameuse, ça, on l'a tous appris au lycée, en première année de fac. Ça, c'est la phase. Et si vous prenez tout ceci, vous tombez sur l'équation, sur la fonction d'onde de l'équation de Schrödinger. Donc, c'est vraiment la formulation la plus élégante de la physique qui a été faite par Fermat. Alors, vous voyez ici le rapport S sur H. Si vous êtes en mécanique classique, S est largement supérieur à la constante de Planck. Et donc, on retombe sur nos pieds, on va vers le système parfaitement déterministe. D'accord? Puisque l'incertitude, elle disparaît et la probabilité devient une certitude. Alors, dans quel monde vivons-nous? Évidemment, nous vivons soit dans le monde selon Fermat, qui est le monde classique, soit dans le monde selon Feynman, qui est un monde quantique, où tout est quantique. Alors là, j'ai inversé, c'est plutôt la fille qui va sauver le garçon. Donc, c'est la fille, elle est quantique, la plage est quantique, la mer est quantique, tout le monde est quantique. Donc, ça veut dire que la fille, pour aller sauver son copain, il faut qu'elle suive tous les trajets possibles et imaginables, et elle arrive à le sauver quand même. Donc, ça, c'est le monde quantique. Et je conclus pour dire que nous sommes partis de Maupertuis en 1744 jusqu'à Feynman, en suivant toutes les formulations du principe de moindre action, qui s'est trouvé non seulement renforcé, puisque la mécanique relativiste d'Einstein a été totalement revue. Évidemment, Einstein a basé sa théorie de la relativité sans tenir compte de le principe d'action, de moindre action, mais Hilbert est venu après, il a repris le principe de moindre action, il a redéfini, il a ressorti, il a réinventé toute la relativité d'Einstein basée sur le moindre action, l'électromagnétisme sur le moindre action, les équations de Maxwell, tout a été revu. Je n'ai pas discuté tout ça aujourd'hui, mais toute la physique que nous connaissons aujourd'hui a été revue sur le principe de moindre action. Un principe, vous avez vu dans quelles conditions il a vu le jour, assez farfelu et assez extraordinaire. Donc 200 ans de moindre action, c'était un rêve cher à notre ami Max Planck, qui a toujours considéré que l'ultime but de la physique était d'embrasser tous les phénomènes en un seul et simple principe, et le principe de moindre action en est un. Je vous remercie.